La France a été l'une des principales victimes de la concurrence sociale et fiscale qui s'est instaurée au sein de l'Union européenne. Cette surenchère au moins-disant des dépenses publiques a fait autant de mal qu'une globalisation mal maîtrisée pour expliquer nos pertes de parts de marché. Le prix payé par la France est d'autant plus lourd que la France a pratiqué la fuite en avant dans les déséquilibres et les déficits. Son tissu d'entreprise et surtout son secteur industriel en sortent très affaiblis. C'est la conséquence d'une absence de stratégie et d'un manque de cohérence de sa politique économique. Il faut donc un État stratège, un État fort, mais un État économe de la dépense publique. C'est tout un programme de reconquête, c'est le programme proposé par notre invité, Christian Saint-Étienne. Christian Saint-Étienne, bonjour. Bonjour. Christian Saint-Étienne, vous venez de publier L'incohérence française, un livre de réflexion qui fait en quelque sorte la synthèse de vos analyses des dernières années. Un livre qui propose surtout une politique économique cohérente, je dirais presque une stratégie économique pour la France. En fait, c'est vraiment le principal déficit dont nous souffrons. Je pense qu'il y a au moins 15 ans que le pays ne voit plus où il va, où il n'y a plus de vision de moyen et long terme, où la totalité de la réponse des élites aux problèmes qui se posent se fait dans le quotidien, avec un horizon d'une journée. Et donc, si nous voulons sortir des grandes difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, il y a un impératif absolu, c'est de le faire sur la base d'une vision clarifiée et avec une stratégie qui mette en œuvre les moyens dont nous disposons, qui sont encore considérables, mais qui ne sont pas ordonnés, et donc nous n'avançons pas, et nous avons aujourd'hui une voie d'eau absolument majeure, qui est le déficit extérieur, qui nous affaiblit terriblement à la fois sur la scène politique européenne, mais au plan international. Et si on n'est pas capable de reconstruire une économie industrielle compétitive, je pense que les rêves de grandeur et de puissance de la France vont totalement s'évanouir à très bref délai. Oui, l'un des impératifs, c'est d'articuler les mesures entre elles afin de proposer quelque chose de cohérent avec un objectif précis. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce petit livre. On va prendre ça partie par partie. D'abord, l'une des erreurs majeures qui a été faite dans la construction de l'Union européenne et de l'euro, selon vous, c'est d'entériner le fait que le principe fondateur de l'Union serait la concurrence fiscale et sociale. Vous allez plus loin en estimant que la France est le pays qui a été le plus pénalisé par cette concurrence fiscale et sociale. Oui, parce que c'est nous qui avions les niveaux de dépenses publiques les plus élevés. Nous avons le record de la dépense publique au sein de la zone euro. Nous avons quasiment le record du monde de la dépense publique, juste derrière le Danemark. Mais le Danemark a une économie qui est beaucoup mieux financée que la nôtre, avec une fiscalité qui est mieux acceptée et des comportements, c'est la réalité dans le monde scandinave dans son ensemble, mais avec des comportements citoyens qui ne sont pas ceux que nous avons en France. Donc nous avons le deuxième niveau de dépenses publiques le plus élevé au monde, mais surtout le niveau de dépenses publiques le plus élevé de la zone euro. 8 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Oui, donc, nous avons augmenté notre charge, alors que d'autres pays, nos principaux concurrents, et notamment l'Allemagne, ont allégé leur charge. Absolument. Quand on remonte justement au moment du traité de Maastricht, 1991 est la dernière année où nous avons un niveau de dépenses publiques inférieur à la moyenne de la zone euro. On bascule à partir de 92-93. Et nous avons ce delta, cet excès de dépenses qui augmente continuellement de 92 jusqu'à 2011 et vraisemblablement à nouveau en 2012 parce que les plans d'ajustement qui ont été mis en œuvre en Italie, en Espagne et dans les autres pays de la zone sud conduisent à une réduction du taux moyen de dépenses publiques. Et donc, comme nous n'avons pas encore réellement mis en œuvre une politique de reprise en main de cette dépense publique, nous voyons l'écart qui augmente. Alors à partir du moment où, dans le traité de Maastricht de 91, on a acté que le principe organisateur de l'Union européenne, ce n'était pas la solidarité comme c'est proclamé en continu par tous les politiques, mais en réalité un principe de concurrence fiscale et sociale d'une extrême violence qui conduit à ce qu'on a observé en novembre 2010, quand la France et l'Allemagne ont apporté 80 milliards d'euros à l'Irlande pour que ce pays continue de nous faire une concurrence fiscale directe avec un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5. Quand vous êtes dans ce contexte-là, eh bien vous êtes dans un parcours mortel. Et je pense que la France
si nous ne remédions pas rapidement à ces dérives, va se fracasser sur le réel à bref délai, avant 2 ans, peut-être même avant 1 an. Donc finalement, cette concurrence fiscale et sociale était dans les gènes du traité de Maastricht et a été accélérée par la mise en place de l'euro. Oui, alors en fait, l'euro lui-même n'aurait pas nécessairement conduit à une accentuation de cette concurrence. Simplement, au moment même, et c'est la raison fondamentale du titre, de l'incohérence française, au moment même où nous prenions des engagements qui auraient dû nous conduire à une très grande rigueur dans la gestion des affaires publiques, qui auraient dû nous conduire à prendre en compte ce phénomène de concurrence fiscale et sociale, c'est exactement à ce moment-là qu'on laisse totalement dériver notre dépense publique et qu'on néglige notre appareil de production. Donc, de 2 choses l'une, pour parler très clair, soit ceux qui ont signé le traité de Maastricht ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, et donc c'est dramatique du point de vue de la qualité des gens qui dirigent le pays, soit ils comprenaient ce qu'ils faisaient, et c'est criminel, puisque nous avons collectivement, depuis 20 ans, été dirigés par une classe politique qui a acté des dérives par rapport à ce qui était nécessaire pour avoir une France compétitive et solide. Alors il faut revenir sur le traité de Maastricht lui-même très rapidement quand vous essayez de comprendre pourquoi on a fait une telle erreur. Parce que vous dites que les gens qui ont négocié au nom de la France ne sont pas nécessairement stupides. On avait au nom de la France, vous aviez Mitterrand, vous aviez Michel Rocard était Premier ministre, même s'il n'a pas été associé directement à la négociation du traité. Nous avions Jacques Delors qui était président de la Commission. Donc ce sont ces personnes qui ont porté cette négociation. Et dans le traité de Maastricht, il y a eu 2 erreurs fondamentales qui ont été commises. La première, c'est d'acter ce principe de concurrence fiscale et sociale. C'est à la demande des Britanniques que ça se fait, puisque les Britanniques refusent de passer les questions de organisation fiscale et sociale de l'Union européenne à la majorité, à la décision à la majorité. Ils exigent que ça reste à l'unanimité. C'est un des rares domaines clés et stratégiques qui reste à l'unanimité à la demande des Britanniques. Il est évident que les Luxembourgeois ou les Irlandais sont contents de se cacher derrière les Britanniques, mais c'est une revendication majeure des Britanniques d'acter le fait que ce principe va rester un principe de mise en concurrence. Alors, dans la vision britannique, il y a toujours l'idée que quand vous êtes en concurrence, ça vous conduit à vous orienter vers les meilleures pratiques. Donc, on peut toujours se dire que les Anglais ont fait ça parce qu'ils croyaient à ce principe et pas nécessairement parce qu'ils voulaient déstabiliser la France. Néanmoins, à partir du moment où la France signait ce traité dans lequel on actait ce principe, il fallait qu'on prenne conscience des conséquences. Et la deuxième erreur du traité de Maastricht, c'est évidemment d'avoir construit l'euro sans gouvernement économique et sans budget de la zone. Alors là aussi, quand on interroge Jacques Delors, il répond « mais j'étais tellement convaincu que ça allait créer une dynamique économique tellement forte qu'immédiatement derrière on créerait une union politique » que j'ai accepté qu'on signe un traité dans lequel il n'y avait pas l'union politique. Mais de facto, 20 ans après la signature du traité de Maastricht, il n'y a pas d'union politique et la France se retrouve dans une impasse. Alors, tous phénomènes qui sont bien entendu accélérés par la mise en place de l'euro, par la crise de l'euro. Nous avons reçu récemment ici même Michel Aglietta qui disait, je le cite, « L'euro est finalement une monnaie étrangère pour tous les pays européens, sauf pour l'Allemagne ». Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque ? De facto, elle est étrangère pour tout le monde, y compris l'Allemagne. En réalité, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'une monnaie doit être nécessairement adossée à un souverain politique. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité de divorce durable entre un souverain monétaire et un souverain politique. Si vous avez une union monétaire entre des États qui sont souverainement indépendants, ce qu'on a observé depuis 3000 ans, c'est que soit un des États prend le contrôle des autres, soit l'union monétaire implose. Donc nous en sommes là. Alors sauf à ce que Aglietta veuille dire que l'Allemagne est en train de prendre le contrôle politique de la zone, ce qui n'est encore pas tout à fait terminé, et même si c'est pas tout à fait terminé. Mais ce qu'on observe, c'est que si on continue dans cette voie pour la construction de l'euro, on va vers une impasse majeure, puisque vous avez un divorce entre la politique et le monétaire, et c'est l'explication de la crise. Si demain, on crée une fédération
d'un certain nombre de pays de la zone euro, pas forcément les 17, mais il faut que les principaux pays se trouvent dans cette zone fédéralisée, la crise disparaît instantanément, puisqu'à ce moment-là, vous avez congruence entre le souverain politique, le souverain monétaire et les actions de politique économique. Alors Christian Saint-Étienne, vous avez été l'un des tout premiers en France à attirer l'attention et à faire le constat argumenté sur les défauts de l'euro. Le débat est lancé aujourd'hui entre fédéralisme et éclatement de la zone euro, mais il y a un débat qui n'est jamais posé sous cet angle-là. Quel est l'intérêt national de la France vis-à-vis de ce débat sur l'euro? La France joue sa survie. C'est un pays qui a 15 siècles et qui joue sa survie sous nos yeux, à bref délai, à vue d'homme. Alors du point de vue de l'intérêt national, donc, éclatement ou fédéralisme? Donc du point de vue de l'intérêt national, c'est soit l'un soit l'autre, mais l'entre-deux est mortel. Or, nous vivons dans l'entre-deux actuellement. C'est-à-dire que nous n'avons pas choisi le fédéralisme. Et pour moi, la fédéralisation ne peut être qu'une fédéralisation autour d'un noyau dur de pays ayant les mêmes intérêts stratégiques et les mêmes valeurs politiques. C'est-à-dire, pour l'essentiel, on se retrouve dans le périmètre de l'Allemagne du Saint-Empire romain germanique plus la France, c'est-à-dire l'Allemagne avec l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal, le Benelux et l'Autriche. Cet ensemble est cohérent. Il y a beaucoup d'analyses culturelles qui ont été faites. C'est là qu'est née la démocratie. C'est là qu'a été conçu le fondement des visions modernes et occidentales de la société. Alors que, par exemple, il y a des travaux très intéressants d'un certain nombre de sociologues et philosophes qui montrent que même quand vous traversez la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, vous entrez dans un autre monde. Sur le plan culturel et sur le plan des exigences politiques. D'ailleurs, ce n'est pas très surprenant de voir certains comportements du pouvoir politique hongrois aujourd'hui qui sont très différents de ce qu'on voit à l'Ouest. Donc vous avez un ensemble politique cohérent de 300 millions d'habitants qui, s'il se fédérait, constituerait instantanément la deuxième puissance du monde derrière les États-Unis et devant la Chine. Donc ça, c'est cohérent et ça fait sens. Alors à ce moment-là, il faut se doter des institutions politiques qui vont avec pour qu'on ait un système démocratique qui se mette en place, parce qu'aujourd'hui, il est exact de dire que les décisions sont prises par un tout petit noyau bureaucratique et sans contrôle démocratique, et ce n'est pas acceptable. Donc ça, c'est le premier scénario. C'est celui qui a ma préférence, franchement. Mais comme cet entre-deux dans lequel nous vivons est insupportable, si vraiment il n'y a pas d'avancée sur la fédéralisation, alors il faudra mettre en œuvre des politiques qui provoqueront une cassure en deux de la zone entre, d'un côté, les pays qui ont pris une avance déterminante en termes de renforcement de leur appareil de production et de réduction de leurs dépenses publiques, et les pays qui doivent impérativement reconstruire leur appareil de production, c'est-à-dire la France, l'Italie et l'Espagne, pour que nous redevenions compétitifs dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, sur cette première partie de l'entretien, je voudrais vous poser une question en vous citant. Je vous cite: « Quel est ce peuple qui se honnie lui-même et ces élites qui vomissent leur propre pays et tout ce qu'il a accompli ?» Je dirais diantre. Et vous posez le problème des révolutions de 1789 et 1793. Alors il y a plusieurs problèmes qui marquent notre histoire. Ce que je dis, c'est un peu plus brutal que ce que dit Marc Bloch dans L'étrange défaite, cet immense historien français d'origine juive qui a combattu dans la Première Guerre mondiale, qui est engagé dans la Seconde, qui va être tué vers Lyon pour avoir participé à des réseaux de résistance. Et entre l'effondrement de 40 et le moment où il est tué de mémoire en 42, il sort un livre où il explique pourquoi la France est effondrée. Je rappelle quand le 14 juillet 1939, on présente l'armée française qui défile sur les Champs-Élysées comme la première armée du monde, elle s'effondre derrière. De facto, la France vit un effondrement, un mai 40 économique, si ce n'est que quand vous vivez un mai 40 militaire, vous avez les Stukas qui tirent sur les tractions, qui essayent de sortir de Paris, vous avez compris que vous avez perdu la guerre. Quand vous avez une défaite économique qui se traduit par des pertes massives de parts de marché, nous avons perdu 40% de nos parts de marché en 15 ans au plan mondial. Même à l'intérieur de la zone euro, depuis 10 ans, nous avons perdu un quart de nos parts de marché par rapport à l'Allemagne et aux autres pays de la zone. Nous vivons un mai 40 économique. Mais les gens ne le comprennent pas parce que nous vivons dans un pays qui est encore riche. Quand vous sortez dans les rues, vous voyez les apparences d'un pays riche. Mais toute cette apparence est à crédit, puisque nous empruntons à la fois à l'extérieur, nous avons un énorme déficit
de la balance courante. Et à l'intérieur, nous avons un énorme déficit des comptes publics. Et si vous faites référence à 1789-1793, alors c'est en amont évidemment du livre, et c'est simplement quelque chose qui mériterait d'être approfondi en tant que tel. Il y a un certain nombre d'historiens qui ont commencé à travailler là-dessus. Il y a François Furet, il y a Philippe Nemo, il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à travailler sur ce thème. La confusion entre les deux Mais en révolutions. réalité, si vous vous souvenez, ce que vous avez appris à l'école sur la Révolution française, on vous la présente comme une seule révolution. Il y a eu deux révolutions. Elle n'est pas d'un seul bloc pour vous. Il n'y a pas que moi, donc François Furet et d'autres ont dit qu'il y a la révolution de 1789, qui est une révolution de philosophie politique libérale, liée aux travaux de Hobbes, Locke et Montesquieu. Donc on est en plein... C'est l'équivalent de la révolution américaine. Et puis tout de suite derrière, en 92-93, on a la révolution de la terreur. On a oublié que c'est nous qui avons inventé le terrorisme. Le terrorisme vient de terreur. C'est nous qui avons instauré le premier régime de terreur au monde. Et donc, le problème, c'est que pour des raisons d'union nationale au XIXe siècle, il y a eu une conjonction des élites à la fois intellectuelles et politiques, et notamment des historiens, qui ont voulu fondre ces deux révolutions pour faire croire que finalement, ok, on met tout ça sous la table et on est tous des bons Français et tous des bons républicains. Mais en réalité, je pense que beaucoup des comportements inexplicables aujourd'hui, d'acceptation un jour et de refus le lendemain de la concurrence internationale, d'acceptation d'un certain nombre d'exigences, notamment liées à la recherche de l'excellence, ces comportements étranges des Français d'acceptation et de refus simultanés ou par des personnes différentes mais à l'intérieur du même corps social s'expliquent parce qu'on a voulu passer cette double révolution sous le tapis et qu'il faut impérativement réouvrir et faire une analyse profonde de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense qu'il y a des démons qui sont cachés dans ce mensonge de l'unique révolution française. Il faut réouvrir ce dossier pour purger un certain nombre d'idées fausses qui pourrissent le fonctionnement de notre système politique.